La Russie met tout ce qu'elle a dans la guerre en Ukraine. Le Kremlin, sous la direction de Vladimir Poutine, a transformé le pays en une économie de guerre. Une grande partie des ressources russes soutient désormais l'invasion de l'Ukraine par Poutine, malgré des milliers de soldats perdus chaque mois. À la machine à broyer que Poutine a créée, quelque chose doit céder, et cela va arriver bientôt. Les jours de Poutine sont comptés, car les nombreux échecs de sa guerre en Ukraine provoquent le chaos interne en Russie. Poutine peut essayer de tout cacher autant qu'il veut, mais les signes sont là. Son emprise sur la Russie a diminué après l'invasion de l'Ukraine. Vision étroite. C'est du moins l'avis d'Emily Ferris, l'analyste principale de la Russie à l'Institut Royal des Services Unis, ou Royal United Services Institute. Ferris a publié un article le 23 septembre, dans lequel elle expose très clairement son point de vue. La guerre en Ukraine, dit-elle, a détourné l'attention de la Russie d'elle-même, ce qui cause un sérieux problème sur le plan de la sécurité intérieure. Les lacunes inégales dans la capacité de la Russie à traiter les questions de sécurité intérieure telles que le terrorisme et l'instabilité régionale créent une source de chaos qui menace d'exploser en un véritable déluge. Et les signes sont déjà là que cela se produit. La situation du terrorisme intérieur en Russie montre que, selon Ferris, Poutine a utilisé de nombreuses ressources pour présenter l'Ukraine comme un ennemi majeur, qu'il a créé des angles morts à l'intérieur de la Russie. Ces angles morts permettent aux ennemis internes de la Russie de créer des problèmes de sécurité urgents, comme le terrorisme intérieur, qui reste sans réponse. Ferris explique sa position dans une interview accordée à Times Radio le 25 septembre, où elle déclare « Dans une guerre où d'énormes ressources sont allouées au front, cela crée des failles dans la sécurité intérieure. » De retour en Russie, Ferris poursuit cette idée dans son article, soulignant la résurgence du terrorisme en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Au lieu d'écouter les renseignements et de traiter ces problèmes avant qu'ils ne deviennent des attaques majeures, Poutine investit plutôt les rares ressources qu'il garde en Russie dans ce qu'il considère comme plus important, poursuivre et réprimer ses opposants politiques. Nous aborderons ce point plus tard dans la vidéo, lors de l'examen d'un autre rapport soulignant cette répression. En revenant à l'entretien de Ferris avec Times Radio, l'analyste russe explique qu'une des principales conséquences des failles de sécurité que Poutine a laissé se créer est de ne pas disposer du type de renseignements nécessaires. Les ressources, la main-d'œuvre et, je dirais, la volonté politique d'enquêter et de prévenir le terrorisme. Le point concernant le manque de volonté est aussi important que le manque de ressources. Et il n'y a pas d'exemple plus parfait de cela que l'attentat terroriste du Crocus City Hall. Le 22 mars 2024, Moscou a subi l'un des pires attentats terroristes de l'histoire russe, peu après la réélection de Poutine pour un 5e mandat présidentiel. Mais avant son investiture, le 7 mai 4 terroristes ont pris d'assaut la salle de concert Crocus City Hall dans la capitale russe, armés de fusils. Ils ont commencé à tirer. À la fin du bain de sang, au moins 149 civils russes étaient morts et au moins 609 autres avaient été blessés. À la suite de l'attaque, l'État islamique a revendiqué la responsabilité. Les 4 principaux suspects inculpés venèrent du Tadjikistan, bien que d'autres complices aient aussi été arrêtés. Le Tadjikistan est un pays intéressant. Malgré son indépendance depuis la chute de l'Union soviétique, la British Broadcasting Corporation indique que le pays dépend encore de la Russie pour sa sécurité. Son économie dépend fortement de la Russie. Si celle-ci va mal, le Tadjikistan en souffre aussi. La nation fait partie des territoires d'Asie centrale sur lesquels la Russie exerce une grande influence. Et c'est dans cette influence que l'aspect du terrorisme intérieur entre en jeu. Il serait exagéré de dire que le Tadjikistan est un état fantoche de la Russie, mais il dépend fortement de ce pays, et a autrefois appartenu à l'Union soviétique. Pour Ferris, ce qui était si intéressant dans cette attaque terroriste, c'est que la Russie aurait pu l'empêcher si elle l'avait vraiment voulu. Il y a eu de multiples occasions pour les services de sécurité, pour le service fédéral de sécurité d'anticiper, et même d'empêcher cela. Et certaines de ces occasions ne sont même pas particulièrement secrètes. Elle poursuit en soulignant comment les États-Unis ont adressé un avertissement à la Russie à la veille de l'attaque. Tout comme l'Iran, je suppose, comprend la réticence de Moscou à ignorer un avertissement des Américains, en affirmant que cela était politisé. Mais ignorer un avertissement aussi clair venant de leurs propres alliés, les Iraniens, c'est plutôt étrange. On se demande pourquoi la Russie a si peu agi pour empêcher l'attaque de l'hôtel de ville de Crocker, alors qu'elle disposait de telles informations.
Les complotistes pourraient dire que la Russie a sciemment ignoré ces avertissements. En laissant l'attaque se produire, la Russie pourrait peut-être tenter d'imputer les morts civiles à l'Ukraine. En fait, c'est exactement ce que la Russie a fait immédiatement après l'attaque. Quelques jours plus tard, la British Broadcasting Corporation rapportait que des responsables russes accusaient l'Ukraine et l'Occident d'être impliqués dans la frappe. Certains affirmaient que l'Ukraine n'avait peut-être pas mené l'attaque, mais était prête à offrir refuge aux terroristes qu'elle avait discrédités. Tout cela est qualifié de mensonge, selon la British Broadcasting Corporation, et cela semble être exactement ce qu'ils étaient. Mais peut-être que ces accusations étaient en réalité un moyen pour la Russie de détourner l'attention de son peuple d'un problème bien plus grave. La Russie avait peut-être pleinement l'intention d'agir concernant l'attaque du Crocus City Hall avant qu'elle ne se produise. Cependant, elle n'a pas pu le faire. Le manque de ressources, avec tant d'efforts sur l'Ukraine, a peut-être poussé Poutine à ignorer les avertissements, pensant à de fausses alertes, alors qu'il consacrait tout à la guerre en Ukraine. Pour appuyer cet argument, Ferris souligne que le terrorisme intérieur est en hausse dans certaines régions de la Fédération de Russie. Là où le service fédéral de sécurité était sans doute débordé avant la guerre, et aujourd'hui presque inexistant, il y a eu une véritable résurgence dans le Caucase du Nord, avec de nombreuses attaques contre des sites religieux. Elle signale aussi des émeutes signalées dans des prisons russes, apparemment liées à la méthode brutale des autorités contre le terrorisme. Cela ne permet pas de résoudre le problème. Ce changement en Russie se reflète dans les avertissements de voyage des gouvernements occidentaux. Le Royaume-Uni signale la présence de terroristes actifs dans le Caucase du Nord, auteur de plusieurs attaques au Daghestan. Les services de sécurité russes agissent contre ces terroristes, mais selon le gouvernement britannique, ces opérations se font souvent avec très peu de préavis. En juin 2024, quelques mois après l'attentat du Crocus City Hall, des terroristes ont tué au moins 20 personnes dans des églises et synagogues. Le Souvent Center souligne que la situation terroriste existait déjà avant l'attaque du Crocus City Hall. La majorité des attentats terroristes en Russie étaient commis par des personnes du Caucase du Nord, ce qui suggère un échec des services de sécurité russes à gérer l'extrémisme qui est en hausse dans la région. Il indique que des djihadistes sont venus dans le Caucase du Nord après la première guerre de Tchétchénie, terminée en 1996. Un autre flux est arrivé après la seconde guerre de Tchétchénie, montrant que le problème de l'extrémisme dans le Caucase du Nord dure depuis des décennies. La guerre en Ukraine permet encore à ces extrémistes de lancer des attaques, sachant que les services de sécurité sont trop faibles pour les stopper. Et tout cela est lié à l'approche de la chair à canon, adoptée par la Russie dans la guerre en Ukraine. Outre l'épuisement des ressources en équipement, le grand nombre de pertes humaines de la Russie en Ukraine affecte la sécurité intérieure du pays. Selon cette stratégie, que l'intérêt national a qualifié de simplement cruel, dans un article de juillet 2024, Poutine sacrifie volontiers des soldats en échange de gains territoriaux. De nombreux soldats envoyés par le dirigeant russe au front n'y sont que pour absorber les munitions ukrainiennes et affaiblir les défenses de l'Ukraine. Pour la vague suivante, puis la suivante et encore la suivante. L'intérêt national souligne que cette stratégie de guerre fragilise profondément la Russie. Comment en serait-il autrement ? Selon le ministère des Finances ukrainien, l'approche de Poutine a coûté à la Russie plus de 1 108 000 soldats au 28 septembre. Pensez à ce que cela implique pour la sécurité intérieure russe. En termes de pertes directes, des membres du service fédéral de sécurité meurent dans le cadre de la guerre de Poutine. Peut-être que l'exemple le plus marquant remonte à juillet, lorsque l'Ukraine a tué 2 membres d'une cellule du service secret russe opérant en Ukraine, qui était responsable de l'assassinat d'un colonel du service secret ukrainien. Ces agents du service fédéral de sécurité sont des ressources que la Russie utilise habituellement pour gérer des affaires intérieures, dont leur présence en Ukraine met en évidence l'endroit où Poutine consacre les ressources de son pays. Ajoutez à cela les soldats, futurs agents du service fédéral de sécurité désormais morts sur le champ de bataille ukrainien. Et la Russie fait face à 2 problèmes. Le service fédéral de sécurité perd des membres actuels, et il pourrait aussi perdre de potentiels membres futurs. Maintenant, au-delà de ces pertes directes, l'ampleur même des pertes causées par l'approche de chair à canon de Poutine suscite de la colère, surtout dans les régions les plus éloignées de la Fédération de Russie. Depuis 2023, il y a eu des rapports indiquant que des membres des minorités ethniques de Russie sont recrutés et tués de manière disproportionnée. Un excellent moyen d'encourager l'extrémisme, et donc le terrorisme, et de faire payer le prix aux familles,
à leur père et à leur fils. Cela crée du ressentiment contre Poutine, qui semble s'exprimer de plus en plus à mesure que les services de sécurité russes échouent. Ferris le dit sans doute le mieux. Quelque chose bouillonne actuellement sous la surface de la société russe, ce qui me semble préoccupant. La question évidente ici est de savoir ce que, le cas échéant, Poutine fait pour faire face à ce problème de sécurité intérieure de plus en plus dangereux. La réponse elle a été évoquée plus tôt dans la vidéo, lorsqu'on a expliqué comment Poutine consacre une grande partie des ressources de sécurité intérieure non allouées au combat en Ukraine. La répression des critiques sur la guerre en Ukraine est un autre grave problème. Et cela revient directement au point soulevé par Ferris, sur le fait que Poutine a désormais une vision totalement focalisée sur la guerre en Ukraine. Chaque décision qu'il prend tourne autour de son invasion, et Poutine est en train de paralyser son pays à cause de cela. Le 22 septembre, l'Associated Press a publié une analyse des conclusions de la rapporteuse spéciale de l'Organisation des Nations Unies sur les droits de l'homme en Russie, Mariana Katsarova. La répression s'intensifie et devient massive, a déclaré Mariana Katsarova à propos de la situation actuelle en Russie. Cela révèle que Poutine préfère se concentrer sur les opposants idéologiques à son invasion de l'Ukraine, plutôt que sur la menace bien réelle du terrorisme intérieur qui est en hausse dans son pays. Les autorités russes ont intensifié leurs efforts pour permettre la répression voulue par Poutine. Les poursuites pénales, longues peines de prison et la torture ont fortement augmenté, visant d'abord les dissidents politiques et les journalistes, plutôt que les terroristes potentiels. Évoquer la guerre en Ukraine, c'est risquer d'être ciblé en Russie. En essence, Poutine fait ce qu'il sait si bien faire. Le dirigeant russe essaie de tromper. L'idée derrière la stratégie d'oppression de la Russie est d'éliminer toutes les voix influentes qui pourraient contredire le récit du Kremlin. Poutine veut faire croire que la Russie gagne la guerre. Il veut aussi empêcher que des reportages sur ces sujets, comme la sécurité intérieure en Russie, parviennent au public. Les yeux et oreilles du peuple. S'il se soulevait, il serait peut-être la seule vraie chance pour l'Ukraine d'éliminer Poutine. Pour dissiper tout doute sur les intentions de Poutine, voici les statistiques partagées par Katsarova qui illustrent la situation. L'Associated Press rapporte que le rapport de Katsarova indique que de la mi-2024 à la mi-juillet 2025, les poursuites contre la dissidence en Russie ont augmenté. Au moins 3905 personnes ayant été condamnées pour des motifs administratifs ou pénaux liés à leur opposition pacifique. La Russie a également qualifié 150 enfants, âgés de 14 à 17 ans de terroristes ou d'extrémistes pendant cette période. Cela illustre l'approche répressive mentionnée plus tôt contre le terrorisme. De plus, l'Associated Press rapporte qu'un total de 1040 personnes et organisations, dont environ un quart sont des journalistes, ont été désignés comme agents étrangers par la Russie. La question de la répression exercée par la Russie à l'égard du journalisme sera abordée dans un instant. Pour l'instant, l'accent est mis sur la désignation d'agents étrangers. D'après Mediazona, l'été 2023, la Douma d'État russe a adopté de nouveaux amendements sur la définition d'agents étrangers. Ces amendements ont permis à la Russie de classer comme agent étranger toute entité, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une organisation, soupçonnée de recevoir des financements de l'étranger. Pensez à ce que cela implique dans un pays où l'État cherche à contrôler l'information. La seule option dont disposent ceux qui proposent une vision différente des événements pourrait être de rechercher des investissements étrangers. Ils ne reçoivent pas cet argent de l'État. Ces agents étrangers n'obéissent pas au Kremlin. Les amendements ont également élargi la loi pour inclure n'importe qui, y compris les citoyens ordinaires. Elles contenaient aussi des dispositions qui pouvaient faire punir quelqu'un s'il contribuait d'une manière ou d'une autre au travail d'un agent étranger. Donc, si une personne russe ordinaire consomme un média ou tout autre contenu créé par quelqu'un qui reçoit des financements de l'étranger, elle pourrait être condamnée à une amende allant de 360 à 600 $ pour rectifier l'infraction. Tout cela relève encore des tactiques répressives de la Russie. Les amendements de 2023 permettent à la Russie de punir toute personne allant contre la volonté de Vladimir Poutine, en s'appuyant sur des détails techniques, en sanctionnant les gens simplement pour avoir interagi avec un agent étranger. Vladimir Poutine tente aussi, de façon peu subtile, de détourner l'attention des Russes de tout ce qui pourrait nuire à son image, y compris les rapports sur le terrorisme intérieur qui peuvent être liés à l'invasion de l'Ukraine. Et les citoyens ordinaires peuvent être punis pour presque n'importe quel type d'interaction, comme l'explique Mediazona. Par exemple,
Rapo Légalise a écopé d'une amende pour avoir promu sur Telegram un clip réalisé avec l'agent étranger Pavel Muntian, selon le média. À Saint-Pétersbourg, le prêtre orthodoxe Grigory Mikonovitenko a reçu une amende pour avoir repartagé un article de Boumaga, un média indépendant local. La Russie renforce cette approche de la suppression de l'information. Le 25 septembre, le Moscow Times a indiqué que le Kremlin veut encore durcir ses lois déjà injustes sur les agents étrangers. Si ces amendements sont adoptés, une seule infraction à ces lois floues pourrait mener à des poursuites pénales. Actuellement, il faut au moins 2 violations avant que la Russie puisse engager des poursuites pénales. Tout cela vise à faciliter la dissimulation d'informations, ce qui conduit au problème de la Russie avec les journalistes. Environ un quart des personnes que la Russie qualifie d'agents étrangers sont des journalistes. Ce sont justement ces personnes qui pourraient dénoncer l'abus des ressources russes pour soutenir l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Là où ils ne sont pas muselés par les lois changeantes du Kremlin. La répression des journalistes par Poutine n'est évidemment pas nouvelle. Avant même les amendements, le Guardian rapportait que la Russie utilisait la législation sur les agents étrangers pour cibler les journalistes. Le rédacteur en chef d'une chaîne de télévision indépendante russe, inscrit sur la liste des agents étrangers en 2021, a résumé le sentiment des journalistes russes. « On dit que nous sommes l'ennemi », a déclaré Tikhon Zideko au Guardian. « Je ne suis ni ennemi, ni agent. » C'est une gifle en pleine figure, c'était il y a 4 ans, et la situation n'a fait qu'empirer depuis. Tout cela ramène au point soulevé par Ferris dans un article pour Russie et lors d'une interview à Times Radio. La Russie consacre des ressources destinées à la sécurité intérieure, à l'emprisonnement de journalistes et d'autres personnes qualifiées d'agents étrangers. Ces personnes semblent rarement être des dissidents capables de nuire concrètement à la Russie par des activités terroristes. Ce sont des penseurs, orateurs, influenceurs et opposants philosophiques. Tout simplement, les personnes qui offrent un point de vue alternatif à la version approuvée par le Kremlin concernant l'invasion de Poutine. Quand la répression des citoyens et journalistes par amende ou emprisonnement ne suffit pas, la Russie a une autre méthode, la torture. La torture et les mauvais traitements restent répandus et systématiques en Fédération de Russie, touchant citoyens russes, prisonniers de guerre ukrainiens et détenus civils. Katsarova déclare qu'elle a recensé au moins 258 cas de torture perpétrés par les forces de l'ordre et le personnel pénitentiaire en Russie pendant sa période d'études. Elle inclut l'histoire d'un homme ukrainien qui a été soumis à des décharges électriques qui ont failli le tuer. Amené d'urgence au bloc opératoire pour survivre, l'homme s'est réveillé en découvrant que le médecin avait brûlé Victoire, gloire à la Russie sur son ventre. La Russie souhaite aussi limiter la surveillance externe de la torture envers les dissidents. Le 3 septembre, le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a signalé que la Russie envisage de quitter le Comité européen pour la prévention de la torture. Comité européen pour la prévention de la torture. Il devient beaucoup plus difficile de découvrir des actes de torture lorsque les organismes de contrôle externes ne sont pas autorisés à entrer en Russie pour les constater. Encore une fois, il s'agit de répression. Mais cette fois-ci, la répression est double. La Russie recourt à la torture pour faire taire ceux que les amendes ou la prison ne suffisent pas à réduire au silence. Elle empêche aussi les organismes externes de signaler cette torture. Cela veut dire que ce sera bientôt encore moins probable qu'aujourd'hui. Il sera bientôt encore plus difficile pour les Russes de savoir ce qui se passe vraiment chez eux. C'est précisément l'objectif. Le Kremlin veut contrôler le récit, et il crée le cadre juridique dont il a besoin pour le faire. Cependant, cela ne règle toujours pas les problèmes internes causés par la guerre de Poutine. Le chaos interne arrive, malgré les efforts de Poutine et ses sbires pour le dissimuler au peuple russe. Trop de ressources sont consacrées à la guerre en Ukraine, trop peu sont allouées à la gestion des problèmes intérieurs. La Russie pourrait découvrir qu'il n'y a pas de retour possible. Et tout cela, sans même mentionner l'argument de Ferris concernant la prochaine démobilisation russe. Que se passera-t-il lorsque des milliers de soldats reviendront dans la société russe après avoir subi la brutalité de la guerre de chair à canon de Poutine? Nous avons abordé les réponses potentielles à cette question dans l'une de nos vidéos. Regardez-la pour en savoir plus et abonnez-vous à The Military Show pour d'autres vidéos sur l'effondrement de la société russe.